bienvenue dans votre magazine bande dessinée sur Watch TV. On est ensemble pendant une petite demi-heure pour évoquer l'actualité de la bande dessinée et vous allez voir, elle est pleine et belle. C'est une bonne semaine qu'on vous prépare. Je suis évidemment accompagnée de Nicolas Adolphi. Bonjour Nicolas. Bonjour Emmanuel. Bienvenue à vous aussi, bienvenue aussi à Laurent Genati qui est derrière sa vitre, qui est coincé loin, mais on est tellement content de l'accueillir aussi, notre partenaire BD Geste. Bonsoir Laurent. Bonjour Emma. Bonjour Laurent. Vous avez prévu tout à l'heure de nous parler de votre coup de cœur, c'est votre rubrique, ce sera donc un peu plus tard dans l'émission. Avant, on ira faire un tour à Giverny parce qu'on a eu la chance de rencontrer deux auteurs qui ont publié une bande dessinée, une biographie de Monet. Et donc on est allé sur les traces de Claude Monet dans sa maison pour aller voir ce bel endroit. Donc vraiment, on était totalement émerveillés, on a hâte de partager ça avec vous. Mais on va démarrer cette émission avec notre invité, il s'appelle Carlos Potorno. Bonsoir Carlos. Bonsoir. Vous êtes notre invité, vous êtes, alors exceptionnellement, c'est pas un dessinateur qu'on a reçu aujourd'hui, mais un photographe. Oui. Parce que vous venez de publier avec Guillermo Abril un très très beau livre, un documentaire en fait en bande dessinée, un reportage. Vous êtes allé sur les routes pour rencontrer les migrants, pour rencontrer un petit peu ce qui se passe dans l'Europe actuellement. C'est un livre choc. Moi j'étais extrêmement bluffée, admirative de votre travail. J'ai appris énormément de choses et donc évidemment on avait envie de vous recevoir pour en parler. Donc notre invité en plateau aujourd'hui et merci d'avoir accepté cette invitation. Mais bien sûr, je vous remercie de m'avoir appelé. Donc on est parti, un petit jingle et on enchaîne. Merci beaucoup. Alors, Carlos Potorno, bonjour. On a le plaisir de vous rencontrer. Vous êtes pour nous, un invité différent de ce dont on a l'habitude, puisque vous n'êtes pas auteur de bande dessinée à l'origine, enfin maintenant vous l'êtes devenu. Vous êtes donc photographe. La première question que j'ai à vous poser, d'ailleurs, vous êtes photographe reporter, vous êtes journaliste à l'origine ou vous êtes un artiste photographe ? Je sais pas. Aujourd'hui, maintenant, je suis plutôt un photographe documentaire, peut-être un peu journaliste. J'ai fait d'autres choses avant, j'ai fait tout genre de photos. Mais les dernières années, les dernières 6, 7 ans, j'ai fait presque que du journalisme. Vous avez effectivement un certain nombre de publications déjà à votre actif. Je vois Will's Management, The Peaks. Alors, en espagnol, je suis désolé pour mon accent. Todas Direcciones. Oui. Ça va, je l'ai bien prononcé. Pas mal, ouais. China Western, Philosophia Naturalis, que vous avez vous-même autopublié, c'est ça ? Oui. Etc. Donc, on voit d'ailleurs là un ensemble de votre travail. Vous avez tout trouvé. Évidemment. Qui a plusieurs fois été primé. Vous êtes un photographe remarqué. Absolument. Et remarquable. Un peu. Oui, non, dans le niche, oui. Mais modeste, manifestement. Et alors, il s'avère que pour le journal espagnol El País Semanal, vous êtes parti en compagnie de Guillermo Abril, qui est journaliste. Vous êtes parti fin 2013 sur une demande de la rédactrice en chef. Vous êtes parti aux confins de l'Europe, sur toutes les frontières européennes. Pourquoi est-ce que vous êtes... C'était quoi ce projet ? C'était quoi le projet à l'origine ? À l'origine, c'était tout simplement une demande de la rédactrice chef d'El País Semanal de faire une histoire à propos des frontières extérieures de l'Union européenne. Oui. Alors, on s'est concentré dans le sud parce que c'était là où se passaient les choses, surtout par rapport aux migrations. Soit à Melilla, cette ville espagnole dans le territoire africain, à la Méditerranée, avec les bateaux qui arrivaient de la Libye, et puis à la frontière entre la Turquie, la Bulgarie et la Grèce. D'accord. Alors à cette époque, 2014, c'était là où se passaient les choses. C'est pour ça qu'on nous a demandé de faire cette histoire. Pardon, 2013, on démarre en 2013, on est avant... En 2013, on nous demande de le faire. On commence à travailler et à écrire des emails, à préparer, et le premier voyage se passe en 2014 déjà. D'accord. Mais l'objectif, c'était bien d'aller voir ce qui se passait avec, on va dire, les migrations de peuples dues aux divers événements, finalement hors de nos frontières, hors des frontières européennes, je veux dire. C'est vrai que les migrations, ça a été la raison pour laquelle on a démarré. Mais en vérité, le sujet, c'est l'Europe elle-même et comment l'Europe réagit. Et aussi, qu'est-ce qui se passe exactement aux frontières ? Quand on pense à l'Europe, on pense à un monde sans frontières, quand en vérité, les frontières extérieures de l'Europe sont très fortement contrôlées, quoi. Il y a pas mal de contrôle policier. Bien sûr. L'ensemble du reportage, si on peut appeler ça comme ça, du projet, a duré combien de temps ? Vous êtes resté combien de temps hors de chez vous, finalement ? En tout, pas tellement, 50 jours, je crois.
On a fait des petits voyages de 1 semaine à chaque fois, et en tout, je crois qu'on n'a pas fait plus de 50 jours, hors de chez nous. Après ça, le travail a été beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Vous êtes revenu avec plus de 25 000 photos, 25 000 prises, une quinzaine de carnets de notes. Oui. Est-ce que c'était prévu à l'origine de faire de la bande dessinée ? Et finalement, pourquoi avoir utilisé ce support-là ? Pourquoi avoir choisi la bande dessinée ? Oui, voilà. Pourquoi ? C'est la grande question. C'est la grande question. Absolument, oui, oui. Alors, faut d'abord expliquer que non, à l'origine, j'avais aucune idée de faire une bande dessinée. Le but, c'était d'abord de faire le reportage pour le journal. Bien sûr. Après ça, j'ai eu l'idée, je ferai un livre avec tout ça, un livre photo, comme vous savez, j'en ai fait d'autres. Oui. Et alors, je me suis dit, je ferai un livre avec ça. Et quand j'ai commencé à dessiner le livre ou à le penser, je me suis rendu compte que probablement j'aurais fait un livre qui serait bien fait, une bonne qualité, mais probablement on n'arriverait pas très loin. Parce que le livre photo, en vérité, n'arrive toujours pas trop loin. D'accord. C'est comme ça, c'est un petit marché, c'est un très petit marché. Et j'ai eu l'impression que mon public, je le connaissais déjà. À peu près 4000 personnes dans le monde. Et ça ne me paraissait pas trop bien. D'accord. Pas assez. Pour une histoire que je voulais raconter, que je trouvais importante. D'accord. Il y a des livres de reportages photos, avec photos et commentaires. Mais là, c'est vrai que vous apportez une dimension tout à fait particulière, puisque vous créez une dimension de récit de vos aventures, finalement, à travers l'Europe. Alors, évidemment, c'est un ouvrage, Emmanuel le disait, choc. C'est un ouvrage extrêmement sensible, qui montre divers réalité dont on n'est pas nécessairement conscient, nous, dans notre confort du quotidien, c'est-à-dire loin de ces frontières un petit peu dangereuses. C'est un livre qui est difficilement racontable parce que c'est un témoignage. On entend déjà parler à travers les actualités de tous ces événements-là. Là, vous apportez une dimension supplémentaire. La photo, en plus, témoigne plus que n'importe quelle autre. C'est-à-dire que vous y étiez vraiment. C'est-à-dire que les événements dont on a effectivement parlé, ou entendu parler dans les informations ces dernières années, quand tout à coup on les voit ici, là vous êtes allé, notamment, d'ailleurs, citons l'image qui est sur la couverture, c'est une image, vous êtes allé avec une équipe italienne à ce moment-là pour aller chercher des rescapés en pleine mer, des rescapés de Libye. Tu as dit, ils étaient plus de 200 sur le bateau, il y a plusieurs nationalités qui sont représentées, mais c'est vraiment au cœur de l'histoire, ce moment juste après Lampedusa. Enfin, on est dans une actualité forte. Oui. Et moi, ça m'est vraiment revenu en boomerang. Tout d'un coup, j'ai mis des images sur tous ces faits dont j'avais entendu parler sur ces dernières années, et tout d'un coup, mais tout ça mis bout à bout, fait que c'est un livre extrêmement brutal quand on le reçoit, et en même temps essentiel. Je dis, mais ce livre-là, moi, je vais le garder dans ma bibliothèque pour toujours. Il faut absolument le lire, il faut l'avoir, il faut le garder. C'est un témoignage important que vous donnez ici. La chose qui se passe, c'est qu'en effet, on a beaucoup d'informations à propos des choses qui se passent en Europe, mais très fragmentées. On a maintenant une petite histoire aujourd'hui, demain une autre, mais on n'arrive pas à avoir une image d'ensemble de qu'est-ce qui se passe en Europe. On se rend compte qu'en Europe, il y a une crise d'identité très forte, il y a des fissures, il y a l'impression que l'Europe s'émiette, voilà. Mais on a pas une vision panoramique de ce qui se passe. Alors, ce que nous, on a essayé de faire, et c'est justement de ça, d'avoir d'une façon très facile, qu'on peut lire en une demi-heure, ou 1h30 peut-être. Le livre ? Oui. Ah non, ça se lit en plus que ça. Moi, j'ai pas chronométré. Bon, c'est vrai que moi, je l'ai lu tellement de fois, bien sûr. Sans compter la partie émotionnelle qui a tendance à bien prendre. Mais c'est-à-dire, ça peut se lire vite. En un après-midi, ça peut être lire, et on apprend. Tu l'as dit au début, tu as appris beaucoup de choses. C'est un livre pédagogique, en vérité, qui veut exactement montrer des choses que vraiment on ne connaît pas. Moi, je n'en connaissais rien. Qu'est-ce qui se passait aux Pays-Baltes ? Il y a 3 ans, oui, je sais que ça existe, mais c'est où exactement ? Qu'est-ce qui se passe chez eux ? C'est quoi leurs problèmes ? Alors, en Europe, on se retrouve à parler de l'Europe tout le temps, mais en vérité, on est unis, mais pas sentimentalement. On n'en sait rien de ce qui se passe un peu loin de chez nous. Vous parlez des Pays-Bas, il y a effectivement plusieurs voyages et plusieurs lieux. Vous allez, on va démarrer effectivement dans l'Europe du Sud, et puis on va aller jusqu'en Arctique. Voilà, la frontière russe, là-haut en Ukraine, où effectivement c'est la fin de l'Europe, c'est le début de la Russie, et là aussi, évidemment, c'est une frontière plus que disputée et compliquée. Oui, et c'était important d'introduire l'Ukraine dans le livre, parce que c'est ce qui se passe en Ukraine, la guerre avec la Russie qui existe vraiment.
c'est une combinaison de choses qui se passent qui ont déclenché la peur aux pays baltes. Les pays baltes, justement, se disent, voilà, si les Russes ont envahi la Crimée, ils peuvent nous envahir nous aussi. Et ça, c'est des choses que j'ai appris, qu'on a appris très récemment. Quelle a été votre expérience la plus forte, finalement, à travers ces divers voyages, ces 50 jours de voyage? Probablement, la situation du sauvetage à la Méditerranée a été une situation assez forte. Aussi, je dois dire, les jours au Balkan, en été 2015, quand il y avait des milliers de personnes qui marchaient dans les camps de Balkans. Quand on a vu ces fameuses frontières avec les barbelés s'élever, voilà, on parle de frontières, là elles sont palpables, les frontières. Hein, enfin, oui, absolument. Oui, ça vous avez un traitement spécialement sur les photos, là on les voit à l'écran, les images, voyez, il y a un filtre, quelque chose pour que ça fasse un peu plus bande dessinée. C'est plus qu'un filtre. Je sais pas, moi je ne suis pas technicienne. Hein, mais oui, justement. Et pour moi, voyez, je voulais faire une histoire qui ne soit pas exactement un livre photo, pour les raisons que je vous ai dit avant. Et j'ai pensé au roman graphique de Guy Delisle, Pyongyang ou Persepolis, qui sont des romans graphiques qui parlent d'affaires politiques. Mais d'une façon très facile. On apprend beaucoup de choses avec ces livres. Alors je me suis toujours dit, qu'est-ce que j'aimerais bien faire quelque chose comme ça, mais je pourrais jamais parce que je dessine pas, je suis un photographe. Alors comment vous avez fait? Voilà, alors j'ai aussi connu le photographe de Mercier. Emmanuel Guibert. Voilà. Et là, bon, il mixe les dessins et les photos. Quand j'essayais de mettre que des photos, voilà, ça faisait un peu roman photo et j'aimais pas du tout. D'accord. Alors je voulais changer les photos, que ça soit pas un roman photo, que ça ressemble à un roman graphique. Et alors comment toucher les images de façon à ce que le lecteur se trouve devant un roman graphique au lieu de devant un roman photo. J'ai essayé d'abord avec des logiciels, tout simplement pour transformer les photos en dessin. Ça existe, ça marche, seulement ça n'a aucune âme, hein. Ça ne marche pas très bien en vérité. À la fin, ça fait des fausses illustrations. C'est ni des photos, ni des illustrations en vérité, ça ne me plaisait pas trop. Et par contre, c'était important pour moi de trouver une façon de toucher les images, que ça soit près de la photo, mais pas exactement photo. Une fois que j'ai trouvé ça, j'étais très soulagé parce que je me suis dit, voilà, je peux faire ça et ça peut marcher. Écoutez, vraiment, moi j'ai adoré ce livre et je vais recommander à tout le monde d'aller découvrir ça parce que c'est un livre, encore une fois, essentiel. J'ai été vraiment bouleversée de la lecture à la découverte et je suis vraiment... je vous félicite, bravo. Vous avez déjà été primé, notamment par le petit film, qu'il y a eu des photos et des vidéos, notamment la vidéo que vous avez faite là, sur le fameux bateau lors du sauvetage auquel on faisait référence en Méditerranée, a été primé et voilà, tout ça est très mérité, bravo. Oui, moi aussi je vous félicite. C'est la dimension scénaristique et véritablement et la dimension du récit et la dimension visuelle sont vraiment une totale réussite. C'est très très troublant, c'est un excellent ouvrage. Bravo. Paru chez Gallimard, voilà, qui a pris le risque de le traduire parce que c'est paru en Espagne d'abord, évidemment. Oui, c'est paru en Espagne, mais très très vite, on a déjà pensé. C'est arrivé que Gallimard se sont intéressés, alors oui. Très bien, 1000 fois merci Carlos Spotorno. Je vous coupe, j'avais envie de parler plus de temps avec vous, mais évidemment, on avait aussi envie de parler avec nos autres Espagnols de la semaine. Ils s'appellent Efa et Salva Rubio. On est allé à Giverny avec eux pour leur livre dédié à Monet. C'est une biographie en bande dessinée. Alors là, pour le coup, une bande dessinée plus classique, on va dire. Hein. Ils ont croisé tout plein de personnages. Enfin, il a croisé de Clemenceau à Pissarro. C'était aussi un portrait d'une époque. Je vous invite à les découvrir. C'est un reportage à Giverny. On va causer de Monet avec Efa et Salva Rubio. Vous venez d'Espagne. Claude Monet, on pense que c'est un grand héros français, mais évidemment, c'est un héros du monde entier. Qui est le premier passionné par Monet entre vous deux? Ça a commencé par Salva. Pregunta con quién de nosotros dos empezó la pasión de Monet. Empezó cuando yo era estudiante, estudiaba en la universidad y descubrí la vida de Monet, de Claude Monet. Y pensé que su juventud y su historia como pintor eran apasionantes y que algún día me gustaría contar esa historia. Y el día llegó. C'est une vieille histoire, c'est de quand il était étudiant en fait. Oui, c'est ça. Dans ses études d'histoire de l'art, donc il a découvert qu'il y avait toute une partie de la vie de Claude Monet, donc qu'il ne connaissait pas et qu'il a cru comprendre que presque personne connaissait. Donc tout le monde connaissait la peinture, sa carrière artistique, mais pas comment il avait arrivé jusqu'à le Monet qu'on connaît tout le monde. Donc il a cru que c'était intéressant de monter une histoire autour de ça.
Et alors vous, Eva, graphiquement, est-ce que c'est un peintre qui vous a inspiré? Parce que dans la bande dessinée, c'est du dessin aussi, mais est-ce que pour autant il y a un lien entre la peinture et la bande dessinée? Moi, je suis amateur de peinture, donc au-delà de ma carrière comme auteur de bande dessinée, et j'essaie toujours de travailler en couleur directe. Donc pour moi, c'était un pari, c'était une occasion spéciale pour mettre la peinture en bande dessinée, évidemment. Ouais. Est-ce que pour autant c'est une technique qui peut s'apparenter? Est-ce que la couleur directe c'est une chose, mais vous avez de la peinture en commun, mais c'est pas tout à fait pareil. La technique est très différente. Ouais, là c'était l'occasion particulière de m'approprier quelque part du travail de Monet, c'est-à-dire ces petites façons de travailler avec des touches de peinture, des coupe-pinceaux et tout ça. Évidemment, gardant la distance parce que c'est la bande dessinée, donc il faut rester narratif, il faut que ça reste lisible. Donc il fallait risquer jusqu'à un certain point, donc de pas essayer de m'approprier de Claude Monet, pas essayer de répéter Claude Monet, mais de m'approprier quelque part de ce qui m'intéressait pour la narration et ce qui nous intéressait aussi pour raconter son histoire. Non, mais je me disais, est-ce que par exemple vous avez posé vos planches sur un chevalet pour travailler un peu différemment? Non. Moi je travaille debout, donc je ne travaille pas assis, donc normalement ça change déjà, mais on est plusieurs auteurs qui faisons ça, mais non pas sur le chevalet. Non, c'était vraiment la bande dessinée qu'on faisait, même s'il y avait la peinture dedans, mais c'était vraiment la bande dessinée. C'est une véritable biographie en bande dessinée que vous présentez là aux éditions du Lombard. Est-ce que vous avez beaucoup appris de choses pour travailler et pour raconter son histoire? No diríamos que es una biografía exactamente, por un lado lo es, pero por otro lado es un viaje. Es Monet el nómada de la luz, es un viaje junto a Monet y sobre todo haciendo mucho hincapié en sus sentimientos, en la vida emocional interior del maestro. Donc il dit qu'il a voulu monter ça. Oui, certes, comme une biographie, mais un peu éloigné du concept classique de biographie. C'est plutôt un voyage qu'on fait avec lui, à côté de Monet, pour découvrir ses émotions, ses passions et tout ça, donc qui sont très importants pour le développement de sa carrière artistique. Oui, une question que je me suis posée, par exemple, pendant tous ses amis, les amis peintres, etc., l'appellent Oscar. Or, nous, on connaît Claude Monet. D'où sort cet Oscar? No, todos le llamaban Oscar, era su primer nombre, Oscar Claude Monet. Y su familia y amigos le llamaban Oscar y necesitábamos esa familiaridad. Il dit qu'il s'est approprié, il a découvert que toute sa famille, tous ses amis, il l'appelait Oscar, c'était donc son prénom, son premier prénom. Et comme tout le monde l'appelait comme ça, il a voulu garder ça. Donc même si nous on connaît Claude Monet comme Claude Monet, c'était juste là sa signature. Donc il a voulu garder ça. Donc c'était une façon de raconter qu'il y avait une familiarité avec ses collègues. On se rencontre ici à Giverny, dans sa maison, dans ses jardins. Est-ce que vous étiez déjà venu pour travailler sur le livre avant? Non, pour nous c'est un rêve d'être ici vraiment, Oui. d'être là parmi toute cette fleur, dans un endroit qu'on a dessiné, qu'on a vu sur des photos, qu'on a vu sur Google évidemment. Donc non, c'est la première fois qu'on met nos pieds ici. Tous les deux je pense. Es tu primera vez también. Sí, también es mi primera vez, es como un círculo que se ha cerrado. Empezamos hace años a contar esta historia en Giverny, en el álbum, y ahora estamos aquí, con lo cual es como un cuento también. Oui, c'est un peu comme si on finissait notre histoire, on ferme notre cercle. C'est-à-dire on a commencé il y a quelques années à raconter une histoire qui commençait justement ici, à Giverny, donc les premières pages de l'histoire qui se passent ici. Et finalement, une fois le bouquin il est sorti, on vient ici. Donc c'est notre histoire aussi qui se ferme ici, notre histoire autour de Monet qui se ferme ici. Et le regard du dessinateur, du peintre, est-ce que vous comprenez que Monet ait pu être inspiré en voyant tous ces beaux paysages, ces fleurs magnifiques? Oui, je comprends, j'ai appris à comprendre comment il dessinait, plus ou moins de m'approcher un peu, pas comprendre absolument. Et je comprends parce qu'on voit les petites fleurs, ils sont vraiment comme des petites touches. On comprend vraiment que c'était son tableau qu'il était en train de composer dans son jardin. Et on le voit vraiment. Ouais. Merveilleux, merci beaucoup. Merci à vous. Le livre est magnifique, vraiment, allez découvrir Monet, nomade de la lumière, c'est le titre complet paru au Lombard. J'ai adoré le livre et franchement, on a adoré aussi à la Giverny. Ça vaut le coup, hein, c'est pas très loin, c'est à 1 heure de Paris. Allez visiter sa maison, les jardins, vous comprendrez à quel point vraiment cet endroit était totalement judicieux pour que... Allez-y même à plusieurs moments de l'année, puisque les jardins sont différents, que ce soit en avril, l'été ou en septembre. Là, c'était très fleuri, mais les fameuses nymphéas, évidemment, les nénuphars, mais nymphéas, ça fait plus classe, de Monet. Il faut y aller, c'est l'été
l'été, donc voilà, il faut profiter un peu plus tard. Donc les paysages, effectivement, changent et évoluent au fur et à mesure de la saison. Voilà. On a fait aussi un petit parcours jardinage. Oui. Mais tout change maintenant, c'est l'heure du coup de cœur de BDG, c'est l'heure de Laurent Giannati, bien sûr. Laurent, quel est votre coup de cœur du jour ? Je le sais. Eh bien, il s'agit des petites victoires de Yvan Roy qui viennent de paraître chez Rue de Sèvres. Alors, vous savez, dans notre cas, on a eu l'habitude depuis quelques mois d'évoquer des albums qui traitaient des troubles psychologiques, des troubles comportementaux. On pense notamment à la venue de Lou Luby qui avait sorti Goupil ou Face, qui traitait de la bipolarité, de la différence invisible, qui traitait du syndrome d'Asperger. On pense à l'an passé avec le fabuleux bouquin de Fabien Touloumet, Ce n'est pas à toi que j'attendais, qui traitait de la trisomie. Et cette fois-ci, ça devient ta spécialité, Laurent. Oui, j'ai l'impression. Pourtant, le sujet n'est pas facile. Cette fois-ci, on va parler de l'autisme. Alors, il s'agit d'un jeune couple qui vit au Canada. Ce jeune couple a tout pour être heureux, il fait le parfait amour et il décide d'avoir un enfant. Ils ont ce petit garçon qui s'appelle Olivier et tout va bien jusqu'au jour où, à 18 mois, il est diagnostiqué autiste. Et à partir de là, c'est une onde de choc évidemment pour le couple qui ne survit pas à cette annonce. Ils se séparent et chacun de leur côté, ils vont essayer de donner une éducation à ce petit bonhomme. Et on va surtout suivre le côté du père, donc le côté de Marc. Alors, il s'appelle pas Yvon dans le bouquin, il s'appelle Marc, qui va lui donner une éducation un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il va mettre d'un petit peu de côté tous les avis des spécialistes, qui lui conseillent plutôt de garder Olivier dans un cocon. Il va essayer de bousculer un petit peu, et notamment d'accrocher son regard. Pour qui est un autiste, et c'est très très important, les autistes en règle générale n'arrivent pas à capter le regard de quelqu'un d'autre. Et Marc, lui, va essayer de capter ce regard. Il y a tout un jeu, toute une évolution donc qui est faite de petites victoires, d'où le titre de l'album, qui va amener un petit peu le père et le fils à s'apprivoiser et à l'accompagner dans la vie et à essayer de lui donner une vie presque normale. Il faut savoir que l'album a été accompagné par Régis Loisel, qui signe la postface, puisque Yvan Roy est canadien et que Régis Loisel vit aussi au Canada. Oui. Et Régis Loisel a vraiment été touché par l'histoire de ce papa. Il a accompagné donc l'album de l'origine jusqu'à sa parution donc chez Rue de Sèvres ces jours-ci. Un très très bel album et un très beau témoignage. En noir et blanc et gris. En noir et blanc, absolument. Ouais. Les petites victoires de Yvan Roy, c'était le coup de cœur BD Geste de Laurent Giannati. Merci Laurent, merci BD Geste. On enchaîne avec Nicolas. Qu'est-ce que l'album avez-vous choisi aujourd'hui ? Ça s'intitule La longue marche des éléphants. Voilà, ça s'intitule La longue marche des éléphants. C'est réalisé par Troups et Nicolas Dumonteil, donc des auteurs on ne peut plus célèbres du sud-ouest de la France. Ils ont l'un et l'autre eu la chance de faire une expérience assez étonnante au Laos. Il y a une équipe de spécialistes qui appartiennent à une organisation qui s'appelle le CCE, c'est-à-dire le Centre de conservation de l'éléphant, qui s'est installé au Laos. Le Laos, qui est connu pour être le pays des millions d'éléphants. En vérité, des éléphants, il y en avait 40 000 il y a moins d'un siècle au Laos, il y en a moins d'un millier aujourd'hui, et donc ce sont des animaux qui sont aujourd'hui extrêmement protégés. Et l'expérience qu'ont fait ces deux auteurs, c'est qu'ils ont été invités à un événement qu'organise le CCE, qui consiste à traverser le Laos avec toute une compagnie d'éléphants. Ils traversent le Laos de village en village, etc. Et ils ont demandé donc à Nicolas Dumonteil de les accompagner pendant toute la traversée du Laos. Lui va être témoin à travers une première partie de cet album et ses dessins de ce qu'il vit avec ses éléphants, mais avec tous les gens qui sont autour, les propriétaires des éléphants, qui sont souvent des paysans, qui sont d'ailleurs assez durs avec les éléphants, et puis donc le CCE. Et la seconde partie de l'album a été, elle, réalisée par Troups, qui arrive... donc le graphisme change, de fait. Le graphisme change, qui arrive au retour de toute cette parade à son point de départ, et Troups, lui, va assister au travail que fait cette organisation pour protéger les éléphants. Alors, ce qui est fabuleux, bon, hormis
je vais pas représenter le dessin de Dumonteil ou de Troupes, qu'on connaît très bien, qui sont extraordinaires. Et, ils ont travaillé en noir et blanc l'un et l'autre, en racontant leur quotidien dans cette longue traversée. Ce qui est fabuleux, en fait, c'est qu'on apprend beaucoup de choses d'abord sur les éléphants. Et la première chose, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est pourquoi, c'est la grande question, pourquoi est-ce que les éléphants acceptent d'être soumis à l'homme, puisque l'éléphant, c'est un animal qui est plutôt fort, qui est plutôt instable. On dit d'un éléphant qu'on ne peut pas vraiment le dompter. Donc, il y a ce genre de questions qui sont mises en avant face à une race d'animaux qui est en train de disparaître et qui sont tous extrêmement attendrissants. Donc le récit, en fait, c'est un récit de témoignage de deux auteurs qui, l'un ne connaissait pas du tout le Laos, c'est Nicolas Dumonteil, alors que Troupes y avait été quand il était plus jeune. Et l'un et l'autre, en fait, nous font découvrir ce qu'est d'abord la disparition de cet animal qui est fabuleux, et puis le travail donc du CCE, du Centre de conservation de l'éléphant, qui les ont invités gentiment au Laos. Voilà, très bel album à lire pour tous les âges, évidemment. Voilà. Vous êtes déjà allé au Laos, Carlos ? Pas au Laos, non. J'étais au Vietnam, mais pas au Laos. Ah ben voilà. La question surtout subsidiaire, c'était est-ce qu'il y a d'autres reportages actuellement sur lesquels vous travaillez, vous avez envie d'aller découvrir des pays, nous faire découvrir du coup, comme vous y allez à chaque fois, vous partagez ? Nous sommes en train de penser, mais c'est une pensée dans le premier stage, nous sommes en train de penser à la guerre de la Syrie et l'Irak qui a commencé il y a 25 ans. Ouais. Heureusement, pourquoi ça n'arrête jamais ? Et qu'est-ce qui se passe autour de ça ? Donc là, ça, vous n'êtes pas encore allé, ça me prend du temps de monter un reportage. D'abord, il faut penser quelle est l'histoire qu'on veut raconter. On est encore là. D'accord. Bon bah écoutez, en tout cas, nous, on va aller se replonger, si ce n'est pas encore fait. Allez découvrir La Fissure, donc avec Guillermo Abril qui a fait tous les textes et vous toutes les images, les photos. Voilà, vous êtes allé pendant 3 ans sur les routes et c'est donc un recueil de toutes vos images qui est aujourd'hui présentées donc, chez Gallimard, un très beau livre, on l'a dit. Nous, évidemment, on se retrouvera dans 2 semaines. Alors, j'ai pas les livres ici, mais dans 2 semaines, en fait, on va vous emmener au Musée des Invalides, au Musée des Armées, pour aller tout savoir sur la Légion étrangère. Et puis... On va à Lyon aussi, mais ça, c'est la petite surprise du moment. Voilà, on va aller à boire et à manger, mais ça, on vous le garde pour la prochaine fois. La semaine prochaine, évidemment, vous retrouverez avec Christophe comme pour un autre case, comme chaque jeudi à 20h. Merci à Laurent Genati pour ce beau duplex, comme d'habitude, grâce à BD Gestes et grâce à Benjamin Vincent qui a réalisé cette émission. Merci à Nicolas Adolphi de m'avoir accompagné. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Partagé, n'est-ce pas ? Merci à Carlos et bravo d'être venu. Merci. Voilà, c'est un Espagnol qui parlait très bien français. On est très contents. Merci de votre fidélité. Vous n'hésitez pas à commenter tout sur Twitter, Entrecast TV, le hashtag Entrecast TV. On répond à tout. Sur Facebook, c'est pareil. Vous vous inscrivez. On est ravis. On fait des petits commentaires, tout ça. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.